Je l'ai vécu donc à la fois de façon émouvante, je l'ai vécu aussi avec une forme de gratitude, en pensée évidemment, à toutes celles et ceux qui nous ont précédés, donc comme une victoire collective féministe. Bonjour Véronique Rioton. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Pour vous, cette journée représente quoi? C'est une journée importante. Bien souvent, beaucoup disent que cette journée, ne devrait pas avoir lieu. Pour autant, on voit bien que, les droits des femmes sont, à la fois, font l'objet d'avancées importantes dans l'égalité, la parité, parce que je crois à un monde, à une société pleinement paritaire et où la place des femmes est en égale finalement, distance de celle des hommes, et on voit bien que dans nos sociétés, il y a des avancées, qu'en même temps, ces droits sont quelquefois menacés. Et donc, avoir une telle journée, eh bien, on le voit à l'immensité finalement des événements qu'on peut avoir sur l'ensemble de cette semaine, eh bien, que c'est un moment important puis qui permet de continuer à sensibiliser, puisqu'il me semble que pour que les droits des femmes avancent ici et dans le monde, il y a une nécessaire sensibilisation, voire éducation à la culture de l'égalité, et ça me paraît être un bon moment. Alors les droits des femmes ont fait un bond en avant en France en début de semaine avec l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour toutes les femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Comment vous avez vécu ce moment en congrès au château de Versailles? C'est un moment très émouvant. Je crois que je ne sais pas si dans ma vie de députée, j'aurai d'autres occasions de légiférer, en tout cas sur les droits des femmes de cette façon-là. Je l'ai vécu donc à la fois de façon émouvante, je l'ai vécu aussi avec une forme de gratitude, en pensée évidemment, à toutes celles et ceux qui nous ont précédés, donc comme une victoire collective féministe, à la fois, liée, au travail des parlementaires, mais pas seulement, au travail évidemment du combat des associations féministes, au travail du gouvernement et particulièrement du président de la République, qui au final nous fait une proposition d'un texte qui va faire consensus. Donc je me réjouis tout simplement de cette large coalition qu'on a su trouver pour inscrire ce droit fondamental dans la Constitution. Alors, certains parlent d'un moment historique, d'un exemple pour toutes les femmes du monde. D'autres disent que cela ne fait pas tout, car l'accès à l'IVG est encore compliqué en France. Vous, vous vous situez où dans cet éventail de réactions? Alors, je ne vous ferai pas offense en disant que je me situe évidemment dans un en même temps que j'assume. À la fois, c'est un pas historique pour les femmes françaises, pour les femmes du monde. Et depuis lundi, ici à l'Assemblée, notre présidente accueille toutes les présidentes des parlements, donc les femmes présidentes des parlements. Et on voit bien que c'est un sujet qui peut inspirer d'autres pays, notamment on pense à toutes celles qui n'ont pas accès à l'IVG, et nous inspire également nous. Par exemple, nous serons une vingtaine de parlementaires la semaine prochaine à aller à New York à la commission de la condition de la femme, permettant de travailler ces questions de diplomatie féministe. Et nous organisons, en collaboration avec le Planning Familial, qui est une association féministe importante, et nous collaborons pour un événement qui va démontrer la place des associations féministes, la place des parlementaires dans ce chemin vers la constitutionnalisation. Et le en même temps, pardon, si on termine la deuxième partie de votre interpellation, effectivement, il faut qu'on continue d'avoir des moyens. On voit des plannings familiales, des plannings familiales, oui, non, familiaux, qui se font attaquer. On voit donc avec un recul important, avec également, on le sait, des femmes qui sont obligées de se déplacer de département. Donc oui, c'est important de continuer à donner des moyens, même si on peut aussi mesurer, là encore, le chemin parcouru à travers trois éléments importants face à la désinformation. Moi, je voudrais redire que nous avons deux éléments qui sont mis en place, à la fois un téléphone, et comme on est à l'antenne, je souhaiterais redonner ce numéro de téléphone, c'est le 0800 08 11 11, qui est un téléphone qui permet à toutes les femmes d'avoir des informations réelles, justes sur
le fait de recourir à l'avortement. Et nous avons également un site internet ivg.gouv, info.ivg.gouv.fr. Et donc, pour lutter contre la désinformation, d'autres dispositifs également, le fait de permettre aux sages-femmes de faire l'intervention chirurgicale sont des avancées importantes dont on est en train de revoir le décret pour que ce soit un droit effectif. Donc, à la fois, je salue des avancées qu'on a fait. On n'a jamais autant fait pour l'avancée sur la santé des femmes. Puis en même temps, le chemin est encore long. Véronique Réauton, nous vous recevons ce matin parce que vous êtes la présidente de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Quel est votre rôle? Alors, la délégation droits des femmes, c'est un groupe de parlementaires transpartisans. Et notre fonction, c'est de se saisir de tous les sujets dans la loi qui permettent de travailler l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, on a 4 champs particuliers sur lesquels on se saisit finalement. Lutter contre les violences faites aux femmes, accélérer l'égalité professionnelle, permettre aussi une égalité plus large entre les familles et puis globalement développer une culture de l'égalité dès le plus jeune âge. Et puis enfin, on parle de santé des femmes sans tabou. Et donc au sein de la délégation, dans la différence entre délégation et commission, nous on se saisit pour donner des avis. On est des vigies, on doit à la fois finalement inspirer la modification de la loi, sensibiliser aussi nos collègues parce que les droits des femmes se défendent évidemment avec les femmes, mais aussi avec les hommes. En tout cas, c'est ce que je défends, c'est-à-dire qu'une société, pour qu'elle soit paritaire, bienvenue aux hommes qui défendent les droits des femmes. Et puis enfin, on contrôle l'action du gouvernement, toujours pour avancer, être vigilant. Justement, Véronique Réauton, quelle est la situation au sein même de l'Assemblée nationale? On sait que la politique peut être parfois âpre vis-à-vis des femmes. Si on se concentre sur le sujet des droits des femmes, dans notre délégation, on a plutôt une dynamique transpartisane qui est très constructive. Moi, je voudrais peut-être vous donner un exemple concret sur la question importante aujourd'hui sur la définition du viol. On a eu un sujet européen qui nous a rassemblés à l'automne sur la directive contre les violences faites aux femmes avec des positions parlementaires, exécutifs, un peu différenciées. Et donc, l'objectif, c'était de savoir si oui ou non, il faut changer la définition pénale du viol. Et dans une directive européenne, l'exécutif a justement considéré que ça n'était pas de l'ordre de l'Europe. Et donc, nous sommes saisis du travail qu'on peut faire en délégation et faire un travail technique sur ce sujet-là. Et donc, je suis co-rapporteur de cette mission avec ma collègue des écologistes Marie-Charlotte Garin, et les auditions se passent évidemment en question transpartisane. Puis finalement, ce qu'on est arrivé avec la constitutionnalisation de l'IVG, c'est la démonstration, quand je vous parlais de large coalition, eh bien, notre délégation aux droits des femmes témoigne ceci, c'est-à-dire qu'au nom d'un droit qui nous dépasse, d'un droit plus grand, d'un objectif commun, on est en mesure de faire consensus de toutes ces initiatives parlementaires, et je crois que c'est l'état d'esprit qui prévaut dans notre délégation. Et oui, justement, il est question d'inclure la notion de non-consentement dans cette définition du viol, c'est bien ça? En tout cas, aujourd'hui, le viol, lorsqu'il est jugé, notre droit, ce qui est inscrit, c'est de nommer la réaction de la femme donc en cas de menace, violence, contrainte et surprise, et une définition qui semble, enfin, qui ne contient pas toutes les situations. Et donc, l'objectif, c'est de savoir si oui ou non, on intègre la notion du consentement dans cette définition du viol. Et on est au travail sur ces questions-là, qui répondraient peut-être à des situations, notamment où, en cas de silence, en cas d'emprise, en cas de sidération, dans des stratégies de l'auteur qui visent à mettre la femme en état de sidération, et des situations qui permettraient en tout cas de donner de nouveaux outils aux magistrats pour mieux légiférer, même si on sait que faire la justice
sur ces situations-là nécessite un ensemble de solutions peut-être plus larges que la seule définition du viol. Véronique Rioton, députée de Haute-Savoie, est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, toutes les questions un peu d'égalité sont très vite taclées d'ultra-féminisme et qu'il y a un peu une défiance qui s'installe? Alors moi, je suis très à l'aise avec ça parce que je ne suis pas une ultra féministe. Je suis une défenseuse des droits des femmes. Avant d'être à l'Assemblée, mon travail, c'était le management des ressources humaines et pendant une vingtaine d'années, j'ai défendu la place des femmes en situation de management, la place des femmes comme dimension paritaire, comme dimension en gouvernance, enfin, la notion des rôles modèles. Et je crois que depuis que je travaille techniquement au sein de la délégation, ça a redoublé finalement mon envie de cette société paritaire. Il faut quand même bien prendre conscience qu'on vient d'une culture quand même très masculine, hein, que je veux dire, notre société a été organisée quand même par des hommes, pour des hommes, et que du coup, cette volonté finalement de rattrapage pour un droit équilibré est un combat qui me paraît un combat juste et pas simplement un combat d'ultra-féministe. J'espère vraiment que dans la culture de l'égalité, finalement, qui s'impose à nous, permettra à nos jeunes générations de faire toute la place aux femmes et aux hommes dans une dimension équilibrée, tout simplement. J'ai eu l'occasion cette année de travailler sur la question du numérique. Et donc, quand on voit la place du porno, la place de l'exposition, enfin, je veux dire, il y a plein d'éléments qui aujourd'hui sont en accélération finalement sur une accélération des inégalités. Donc, je trouve sur la question du porno et dans la relation homme-femme, dans la relation d'éducation. Je voudrais citer également la dimension scientifique. Quand on voit qu'à une époque, de plus en plus de femmes sont venues sur les métiers scientifiques, puis ensuite que ça a été en régression, et qu'aujourd'hui, où le numérique ou l'intelligence artificielle va prendre toute la place, les bases de données de l'intelligence artificielle, comme on a déjà des stéréotypes de genre, donc quand on parle de ce mot, un stéréotype de genre, c'est par construction des inégalités, et comme on s'appuie sur ces inégalités, finalement, eh bien, comme on va démultiplier une accélération exponentielle, eh bien, finalement, si on ne corrige pas à la base ces données-là, ben, on peut imaginer qu'on soit dans une explosion finalement de ces inégalités. Donc, je ne me sens absolument pas dans un combat ultra féministe. En revanche, je me sens dans un combat juste, équitable de la place des femmes, parce que je pense qu'une société avec des femmes en situation de management, des femmes en situation de pouvoir, des femmes en situation de responsabilité, eh bien, ça donne une société plus juste, tout simplement. Véronique Rioton, il y a également la question de la parole des femmes. On le voit notamment ce qui se passe en ce moment dans le monde du cinéma. Elle est parfois difficilement entendable. En France, il y a à peine 6% des victimes de viols qui portent plainte et il y a seulement 1% des viols qui sont condamnés. Comment faire changer ça? On est en 2024 aujourd'hui. Alors, d'abord, beaucoup de choses a déjà été faites dans le fait que les femmes ne portent pas plainte. Je crois que notre droit est solide et pour autant, les conditions d'accès, on mérite d'avoir, enfin, de progresser, ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme, lorsqu'elle va porter plainte, dans la prise en charge finalement du début, avant la judiciarisation, auprès de la gendarmerie, auprès de la police, d'avoir des personnes identifiées qui accompagnent la parole des femmes, permet tout simplement de passer d'un a priori où on les suspectait d'être des menteuses à la prise en cause de la parole des femmes et de croire ce que dit une victime. C'est une des premières choses qui est importante et je pense que ce chemin est vraiment en train de bouger de façon importante. Et puis la deuxième chose, c'est toutes les situations qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte. Il y a la difficulté du traumatisme, la difficulté, on appelle ça de la revictimisation lorsqu'on va porter plainte. C'est un chemin de croix, ce chemin pour aller porter plainte, pour revivre ça, puis pour aller jusque finalement dans la prise en compte des faits, jusqu'au fait qu'on arrive finalement jusqu'à
jusqu'à la condamnation de cette situation-là. Et ce que vous décrivez, ben, du coup, est au cœur de la mission qu'on est en train de réaliser au sein de notre délégation, et donc d'insérer cette notion du consentement qui doit répondre à des freins techniques et juridiques, mais également à un bouleversement, j'ai envie de dire, sociétal de cette notion du consentement. Dans la vie, on a la notion du consentement partout, sauf dans la relation homme-femme et dans, comment dire, finalement, dans le rapport sexuel. Et donc, j'invite chacun d'entre nous d'aller aller regarder une petite vidéo qui est extraordinaire, qui s'appelle Le consentement avec la tasse de thé, et qui va témoigner un parallèle finalement à ce que c'est que la notion de consentement quand on accepte ou non qu'on nous serve un thé, et qui montre tout le chemin entre le oui et le non, qu'on ne va pas servir un thé quand quelqu'un est inanimé, on va pas servir on peut dire oui au début d'un thé et puis ensuite le refuser. Enfin voilà, cette culture du consentement est sociétale, et pour dépasser en fait toute la caricature de ceux qui ne veulent pas avancer sur ces questions-là, qui disent oui, mais demain pour avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, ce qu'il va falloir que je signe un contrat. Mais en fait, le consentement, c'est pas ça, c'est simplement comment dans la vie un homme et une femme, supposons que c'est plutôt l'homme dont il est question, va s'enquérir du consentement et de finalement développer dans une société du désir et d'un rapport sexuel véritablement désiré, qui ne correspond plus à finalement un devoir conjugal qui serait encore un peu présent. Enfin, le droit de cuissage n'est pas si éloigné que ça finalement à l'échelle de l'histoire, quoi, hein, et d'installer de plus en plus finalement une culture du désir d'un rapport sexuel qui soit complètement partagé. Véronique Rioton, vous parliez de la place des femmes dans la société civile, notamment parmi les dirigeantes. Il y a aussi la place des femmes à l'Assemblée nationale. Seulement 37% des députés sont des femmes. C'est même moins qu'en 2017, c'était 39%. C'est encore compliqué pour les femmes dans l'hémicycle, ou ça commence à changer vraiment? Je suis élue depuis 2017. En 2017, mon groupe parlementaire, on était 48% de femmes à avoir été élues, à monter donc un chiffre à 38%. Vous avez raison, cette deuxième mandature pour moi, vu passer, c'était 38% en fait en 2017 et 37% aujourd'hui. On peut dire tout de même que la place des femmes est massive. Donc, euh, une forme de sexisme qui pouvait y avoir et de blagues ne se ressent plus en tant que tel, même si lorsqu'on se balade encore à l'Assemblée, qu'on est dans des salles historiques avec des images de ce qu'était l'Assemblée auparavant, elle a vraiment changé. Cette Assemblée est féminine, elle est colorée, la place des femmes est respectée. Même si on continue d'avoir quand même une prise de parole avec quelquefois un ton de voix qui est plus aigu, enfin toutes les questions du sexisme, hein, et des stéréotypes de genre, on les retrouve, mais en tout cas, le fait d'avoir massifié la place des femmes, on a une parole qui est entendue et qui fait effectivement que des places en responsabilité. Alors, au début de ce mandat-là, on avait une première ministre femme, on avait une femme à la tête de notre groupe parlementaire et une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Dire que non seulement elle se féminise, cette assemblée, mais en plus, elle donne accès à la présidence des femmes, même s'il reste encore des sujets. La présidence de la commission des affaires sociales est bien présidée par une femme, la commission des finances est bien présidée par un homme. Enfin, voilà. Ça avance, et en même temps, on continue le combat. Véronique Crioton, vous êtes également en charge d'un rapport sur l'accès des femmes au sport, un rapport qui devrait être publié juste avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Est-ce qu'il y a déjà des premiers constats qui ont été faits? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la pratique est inégale entre les garçons et les filles. Euh, et quand les filles commencent une pratique sportive, elles peuvent décrocher. Donc, les sujets sur lesquels on travaille, c'est les conditions d'accès finalement au sport, parce qu'on sait tous les bienfaits du sport à plein d'égards, hein, en termes de santé, en termes d'empowerment. Donc, du coup, on travaille sur les conditions d'accès, que ce soit finalement les infrastructures, mais aussi la culture chez les éducateurs, chez les dirigeants, chez la place des femmes
dans les dirigeantes, la place des femmes dans les médias, la façon dont la représentation des femmes auprès comment dire, des spectacles eux-mêmes sont prises en compte ou non. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui vont amener effectivement à continuer de travailler sur tous ces leviers-là. Et comme à chaque fois qu'on parle quand même des droits des femmes, la question de l'éducation, la question de la formation reste importante, c'est-à-dire que quelquefois, enfin, pour que ça devienne un sujet dont on ne parle plus, ben, il faut que les gens soient vraiment finalement informés et puis sensibilisés. Je pense particulièrement aux éducateurs sportifs. Je souhaiterais que la formation des éducateurs sportifs soit disponible, pleine, et qu'elle permette l'accueil des jeunes filles plus largement dans un sport, et qu'on n'entende plus que bah non, tu ne peux pas faire ce sport-là parce que tu es une fille. Donc que l'offre soit au niveau de la demande, et que également que la place des femmes à la délégation aux droits des femmes cette semaine est un peu chargée, mais notre événement du mois de mars va être un événement qui va faire la part belle finalement à la place des filles dans l'espace public, et donc il va démontrer d'où on vient et comment naturellement les hommes occupent la place plutôt centrale, et que les femmes vont se mettre à l'invisibilisation des femmes dans les coins. Enfin bon, tout ça procède encore d'une question d'éducation sur laquelle on peut changer les choses. Oui, ça, c'est dès la cour de récré et même vous, d'ailleurs, vous montrez l'exemple parce que vous faites partie de l'équipe de rugby de l'Assemblée nationale. Absolument. En tout cas, j'ai une culture rugbystique que je dois à ma maman, qui est catalane et donc fervente défendresse de l'USAP. Et donc, quand je suis arrivée à l'Assemblée, ben, évidemment, ce 15 parlementaire m'a tendu les bras. Et puis comme je continue de faire du sport, si aujourd'hui je fais du rugby, je suis une ancienne patineuse artistique. Et puis, j'ai continué de faire beaucoup de sport, un peu de trail, un peu de montagne. Enfin bon, voilà, tout ce qui fait que quand on a fait du sport un peu jeune, on continue tout au long de la vie. Et puis à un moment donné, ben, ils m'ont dit, ben, allez, tu as la forme, viens jouer avec nous. Donc je suis une débutante du rugby. Et avec plaisir, je joue aux 15 parlementaires, et j'ai la chance d'être accueillie au sein de l'équipe féminine du rugby du RCSR Rumilly. Donc elles ont la gentillesse, ces jeunes femmes d'une vingtaine d'années, moi j'en ai plus de 50, hein, donc à m'accueillir quelquefois dans leur entraînement comme je peux pour pouvoir évidemment contribuer dans cette équipe mixte. Et par ailleurs, au sein de la Fédération française de rugby, j'ai une mission actuellement où je co-préside la commission antidiscrimination et égalité de traitement pour étudier la façon dont on pourrait ou non autoriser la mixité du rugby à plaquer dans le rugby loisir, c'est-à-dire quand les femmes féminines ont fini leur pratique sportive en compétition, pourquoi, de fait, elles n'auraient pas le droit de travailler et de jouer avec les hommes sans pour autant rentrer dans une pratique du rugby à 7 ou du rugby à toucher, qui peut être souvent une solution aujourd'hui. Voilà, donc oui, ça fait aussi partie de ma vie, en tout cas, qui correspond à un peu de sport dans tout ça. Véronique Rioton, députée Renaissance de la première circonscription de Haute-Savoie, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Je vous remercie. Au revoir.